Camille Flammarion, Les maisons hantées, le livre fondateur sur les phénomènes étranges dans les maisons. Avant-propos. L'enfant des étoiles. Le 28 juillet 1851, une éclipse solaire a lieu. C'est la première éclipse photographiée en France grâce au daguerréotype. Camille Flammarion a 9 ans et il se tient dehors avec sa mère, sur le perron de leur maison de Montigny-le-Roi. Ce n'est pas la première fois que le petit Camille assiste à une éclipse. Le 9 octobre 1847, sa mère lui avait installé tout un stratagème pour observer, de manière non agressive pour la rétine, le reflet d'une éclipse solaire annulaire à la surface d'un seau d'eau. Mais ce 28 juillet, le phénomène céleste spectaculaire lui procure une vive émotion, une sorte d'overview effect, ressenti depuis le plancher terrestre. Il ne faut jamais éteindre les rêves des enfants. Celui de Camille ne se consumera pas. Au contraire, la flamme grandira. C'est un enfant prodige et précoce qu'on rangerait aujourd'hui dans les hauts potentiels, car à 4 ans, il sait lire et écrire. Il se passionne pour les choses de la nature, et Jules et Françoise, parents cultivateurs, tenant leur mercerie, répondent au « Pourquoi ?» répété. Se doutait-il que Camille et Ernest, leurs 2 garçons, laisseraient leur nom à la postérité. Ils ont du mal financièrement à joindre les 2 bouts, et Camille est plongée très jeune dans la vie active. Malgré ses excellents résultats scolaires, le travail ne lui fait pas peur, et en parfait autodidacte, il dévore tous les livres qui lui tombent sous la main, car il espère bien décrocher son baccalauréat grâce aux cours du soir. Il tombe gravement malade en 1858. Très affaibli, la légende dit qu'il préfère acheter des livres que de s'acheter à manger. Le docteur Fournier est appelé à son chevet et bouleverse son destin. Non seulement il le remet sur pied, mais admiratif devant les 1000 pages rédigées par Camille sur la cosmogonie universelle, qui traîne dans la poussière de son étagère, il recommande le jeune homme auprès du directeur de l'Observatoire de Paris où Camille est engagé comme élève astronome. Lancement sur orbite réussi. Il est aux anges. Je me sentais des ailes, dit-il. L'univers est un dynamisme. C'est ce qu'il ne cessera de répéter. À l'âge de 20 ans, son premier livre, La pluralité des mondes habités, est publié. Celui-ci reçoit, tout de suite, un vif succès tout en déclenchant un gros scandale. Car enfin, comment un astronome digne de ce nom et sérieux peut-il envisager un monde extraterrestre? C'est du grand n'importe quoi, dit l'opinion populaire. Pour Camille, vu les milliards de planètes dans tout l'univers, dont nous ne voyons même pas le bout, et dont nous ne savons pas grand-chose, ce serait bien présomptueux de penser que seule la Terre abrite la vie, n'est-ce pas? Encore faut-il s'entendre sur ce qu'est la vie. Ernest ouvre pour son frère sa propre librairie. À l'époque, le libraire était souvent éditeur en même temps. Désireux de transmettre le savoir au plus grand nombre, et publie grâce aux bénéfices de L'Assommoir de Zola, son astronomie populaire, destinée au grand public.
Ce sera un autre best-seller, participant au développement de l'entreprise qui révolutionnera le monde de la librairie et de l'édition, accompagnant ainsi la vulgarisation scientifique de Camille. Plus de 60 livres sont publiés au long de sa vie, d'astronomie technique, d'études scientifiques et des romans philosophiques, aussi les mondes célestes, l'atmosphère, dans l'infini, carte de la Lune et de la planète Mars, rêves étoilés, des forces naturelles inconnues, la planète Mars et ses conditions d'habitabilité, voyage en ballon, où il emmène sa première épouse en voyage de noces. Quel avant-gardiste, éclaireur, découvreur, vulgarisateur, de grand talent et champion du storytelling, Camille. Sa popularité est grande. Victor Hugo lui écrit de son exil à Guernesey: l'astronomie populaire est présentée à Napoléon III, mais Camille n'en a cure. Il ne veut même pas le rencontrer. Privilégiant son indépendance, le scientifique comprend très vite l'importance de l'observation du ciel, du soleil, des astres. Il cherche des explications à tout. Il veut comprendre, mesurer, classifier. Puis, il entre au bureau des longitudes, fondé en 1795 pour cartographier la Terre et l'espace. En 1882, il reçoit de la part d'un mécène administrateur de ses travaux de recherche une propriété à Juvisy-sur-Orge, et c'est là qu'il se pose enfin en fondant le célèbre observatoire. Coupole astronomique, lunettes de 240 mm de diamètre, révolution technologique pour l'époque. Le lieu et l'homme aimantent rapidement une brillante équipe d'astronomes qui deviendront eux aussi renommés. 10 ans après sa mort, en 1935, l'Union astronomique internationale donne son nom à un cratère d'impact situé sur la face invisible de la Lune. La planète Mars a également son cratère Flammarion, tout comme l'astéroïde de la ceinture principale du système solaire, Flammario. Camille, enfant des étoiles, pour toujours interstellar. Mais alors, comment un scientifique peut-il s'intéresser aux maisons hantées? Camille Flammarion est un homme sensible à la beauté, et même s'il place la science au-dessus de tout, il est attiré par les mystères de la vie et de l'univers. En 1861, il découvre le livre des esprits d'Allan Kardec, père du spiritisme dont il fera l'éloge funèbre en prononçant ces mots qui résonneront dans la postérité. Car, messieurs, le spiritisme n'est pas une religion, mais c'est une science dont nous connaissons à peine l'ABC. En quoi consiste le mystère de la vie? Par quel lien l'âme est-elle attachée à l'organisme? Par quel dénouement s'en échappe-t-elle? Sous quelle forme et en quelles conditions existe-t-elle après la mort? Quels souvenirs, quelle affection garde-t-elle? Ce sont là, messieurs, autant de problèmes qui sont loin d'être résolus et dont l'ensemble constituera la science psychologique de l'avenir. Curieux de tout, il assiste à des séances spirites. Il en organisera beaucoup, également à l'Observatoire de Juvisy. En 1923, il devient le président de la Société for Psychical Research de Londres, société savante existant encore aujourd'hui, qui se définit comme la première société à mener des recherches scientifiques organisées sur les expériences humaines
qui remettent en question les modèles scientifiques contemporains. Concrètement, elle a pour mission d'étudier, d'un point de vue scientifique, les phénomènes paranormaux. Télépathie, mesmérisme, clairvoyance, médiumnité, poltergeist, etc. Tout en faisant la chasse, sans répit, aux nombreux médiums frauduleux. En 1920, Ernest publie l'opus de Camille, La mort et son mystère, qui se décompose en 3 tomes réédités régulièrement. Avant la mort, autour de la mort et après la mort. Dans cette trilogie, l'auteur, pour qui le monde psychique est plus vaste, plus immense que le monde physique, s'interroge sur la psyché, l'esprit, l'âme et le corps dans une démarche scientifique, et son double principe qu'il applique, ne rien nier a priori, ne rien affirmer sans preuve. Les maisons hantées viennent en marge de la mort et son mystère. Le nombre de signes était trop important pour en faire un simple addendum, étant entendu, pour lui, que les esprits frappeurs sont les preuves expérimentales de leur survivance. On s'imagine que pour admettre la réalité d'un fait, il faut pouvoir l'expliquer. La méthode scientifique est inexorable. Je vogue assez souvent entre 2 écueils, entre les dénégateurs qui nient tout et les croyants qui acceptent tout, dit-il en fin de livre. Le sujet des fantômes est risible pour la science. C'est bien normal, car les fausses maisons hantées sont aussi nombreuses que les vraies. Ce sujet prête infiniment aux supercheries, aux tricheries, aux farces, ainsi qu'aux illusions, aux hallucinations, aux tromperies des hystériques, aux mensonges des enfants des 2 sexes. Camille est sceptique, et en même temps il est ouvert au doute. Or, c'est cette ouverture et un accueil sans a priori qui le porte à accorder du crédit au témoignage humain s'il est vérifié, contrôlé, croisé plusieurs fois, contrairement à ses collègues contemporains qui sont sûrs que la chose est impossible. Il enquête méthodiquement, collecte les cas et les témoignages, assume une revue de littérature exhaustive des Annales des sciences psychiques de Paris, des Proceedings of the Society for Psychical Research de Londres et de New York, de la revue Luce et Ombra de Rome. Ne pourrions-nous, sans trop de hardiesse, supposer que les vivants laissent après eux certains reliquats de force, de fluide vital, imprégnés dans l'appartement, lesquels, au contact de la présence effective d'une sensitive, peut subir une revivification susceptible de produire ces étranges phénomènes. Ce fluide vital dont Camille Flammarion parle pourrait être le même que ce 5e élément de l'Antiquité appelé l'éther, c'est-à-dire l'élément psychique dont la force dynamogène, pour reprendre son qualificatif, pourrait alors se matérialiser physiquement. En somme, la force de l'esprit sur la matière. Nous vivons au milieu d'un monde inexploré, dans lequel les forces physiques jouent un rôle encore très insuffisamment observé. Et c'est cette observation ouverte qu'il nous invite avec ses maisons hantées. L'inconnu d'hier est la vérité de demain. Prologue. Spiritualisme et matérialisme. Réponse à Camille Saint-Saëns par Camille Flammarion. Article publié en tête de la Nouvelle Revue du 15 décembre 1900.
Le désaccord entre les psychistes et les antipsychistes se continuant, malgré le progrès des observations les plus significatives, il me semble que ces pages, déjà anciennes, peuvent être placées ici, en prologue de ce livre. Car elles mettent exactement en parallèle les arguments des deux camps opposés. Mon ami, Camille Saint-Saëns, venait de publier une étude en faveur des facultés cérébrales, contre la théorie de l'âme personnelle. Si l'on compare les termes de cet article avec les lettres publiées dans La mort et son mystère, on verra que nous ne nous tutoyons pas encore au XIXe siècle. Malgré nos différences d'appréciation, nous avons continué à nous lier de plus en plus jusqu'à sa mort, arrivée le 16 décembre 1921. Les hommes qui cherchent la vérité en toute indépendance d'esprit peuvent, tout en différant d'opinion, s'estimer et s'aimer. Ils ne connaissent pas l'intolérance. Oui, cet article de la dernière année du siècle dernier a sa place ici comme prologue. Le voici. Mon cher ami, votre savant et charmant article de la Nouvelle Revue vient de passer sous mes yeux. Un peu tardivement, mais, comme vous le savez, j'habite plus souvent le ciel que la terre. Et je l'ai lu comme on écoute une de ces puissantes symphonies dont vous avez le secret, dans lesquelles la science rivalise avec l'art pour produire sur nos esprits le maximum d'effets. Vous semblez dans cet article effleurer le sujet. En réalité, vous nous en laissez entrevoir toutes les profondeurs. Vous avez absolument raison de dire que les mots spiritualisme et matérialisme ne sont vraiment plus aujourd'hui que des mots, puisque l'essence des choses nous reste inconnue et que les récentes découvertes de la science font reposer le monde visible sur un monde invisible, qui en est en quelque sorte le substratum. Je vous remercie d'avoir signalé ma modeste excursion dans ce domaine de l'inconnu, mais je viens vous demander la permission de répondre à votre interprétation. Vous paraissez craindre que l'étymologie du mot psychique ait exercé une influence sur ma pensée. Les faits exposés dans mon livre ne conduisent pas, selon vous, à admettre l'existence de l'âme. Ces faits, que d'ailleurs vous acceptez avec raison comme authentiques, établiraient seulement ceci. La force inconnue qui produit la pensée aurait le pouvoir de se projeter en dehors des limites du corps. Un cerveau pourrait agir à distance sur d'autres cerveaux, et il ne s'ensuivrait pas que cette force soit de nature spirituelle indépendante du cerveau. Voilà l'argumentation que je voudrais examiner et disséquer. Prenons un fait, si vous le voulez bien, et analysons-le. Une jeune femme m'a apporté dans mon cabinet à Paris la relation suivante dans laquelle je supprime les noms. Le jour de notre première entrevue, j'avais 20 ans. Lui en avait 32. Nos relations durèrent pendant 7 ans. Nous nous aimions tendrement. Un jour, mon ami m'annonça, non sans chagrin, que sa situation, sa pauvreté, etc., le forçaient au mariage. Et, dans ses explications embarrassées, je sentais un vague désir que nos relations n'en fussent pas trop interrompues. Je coupai court à ce pénible entretien, et malgré mon immense chagrin, je ne revis plus mon ami, ne voulant pas, dans mon amour unique et absolu, partager avec une autre et de bonne grâce cet homme que j'aimais tant. J'appris plus tard, indirectement, qu'il était marié et père d'un enfant. Quelques années après ce mariage, une nuit d'avril 1893, je vis entrer dans ma chambre une forme humaine. Cette forme
de haute taille, était enveloppée d'un voile blanc qui lui cachait presque toute la figure. Je la vis avec terreur s'avancer, se pencher sur moi, puis je sentis des lèvres se coller aux miennes. Mais quelles lèvres! Je n'oublierai jamais l'impression qu'elles me produisirent. Je ne sentis ni pression, ni mouvement, ni chaleur, rien que du froid, le froid d'une bouche morte. Cependant j'éprouvai une détente, un grand bien-être pendant ce long baiser, mais à aucun moment de ce rêve, ni le nom, ni l'image de l'ami perdu ne se présentèrent à mon esprit. Au réveil, je ne pensais plus ou peu à ce rêve, jusqu'au moment où, vers midi, parcourant le journal je lus ce qui suit. On nous écrit de X qu'hier ont eu lieu les obsèques de monsieur Y, ici les qualités du défunt. Puis l'article se terminait en attribuant cette mort à une fièvre typhoïde causée par le surmenage de fonctions remplies avec conscience. Cher ami, pensai-je, débarrassé des conventions mondaines, tu es venu me dire que c'est moi que tu aimais, et que tu aimes encore par-delà la mort. Je te remercie, et je t'aime toujours. Mademoiselle Z. Voilà le fait tel qu'il s'est produit. L'ancienne et commode hypothèse d'une hallucination simple ne nous satisfait plus aujourd'hui. Ce qu'il s'agit d'expliquer, c'est la coïncidence de la mort avec cette apparition. Les manifestations de ce genre sont si nombreuses que les coïncidences ne peuvent plus être considérées comme fortuites, et qu'elles indiquent une relation de cause à effet. Vous et moi, libres de tout préjugé, nous admettons que mademoiselle Z a vu et senti la présence de son ami à ce moment critique de son départ de ce monde. Des centaines d'exemples du même ordre sont là, mais nous différons dans l'interprétation. Vous ne voyez là qu'un acte cérébral du mourant. Moi, j'y vois un acte psychique. Je me suis demandé si par hasard la narratrice n'aurait pas parcouru le journal la veille du rêve, sans y prendre garde, et si l'association des idées n'aurait pas pris corps dans son rêve. Mais elle m'a affirmé que c'est le lendemain seulement qu'elle a lu le journal. Cette hypothèse doit donc être écartée. Il y a bien eu là communication entre les deux êtres. Sans doute, il est toujours difficile de faire la part de ce qui appartient à l'esprit, à l'âme, et de ce qui appartient au cerveau. Et nous nous laissons naturellement guider dans nos appréciations et dans nos jugements par le sentiment intime qui résulte en nous de la discussion des phénomènes. Or, n'est-ce pas essentiellement ici une manifestation de l'esprit? Deux hypothèses se présentent. Ou bien, comme la description l'indique, l'ami était déjà mort lorsqu'il a agi, ou bien il était encore vivant. Et au moment de mourir, cet homme a pensé à cette femme, à cette amie des jours ensoleillés, a eu pour elle un regret, un remords peut-être, et qui sait, peut-être aussi une espérance en l'au-delà. Et cette communication télépathique n'a pas été ressentie immédiatement pendant les agitations diurnes et a été retardée jusqu'aux heures du sommeil et de tranquillité. Ce n'est pas, bien entendu, un fantôme quelconque qui s'est transporté d'une ville à une autre. C'est une transmission mentale dont les ondes de la télégraphie sans fil nous offrent une image physique. La distance était de 100 kilomètres. On sait que cette distance ne compte pas. Cette communication de pensée a pris la forme décrite par la narratrice. Telle est l'impression que nous donne l'examen de tous ces faits. Et elle est de plus en plus démonstrative à mesure que nous avançons dans l'étude de ces phénomènes. Voyons par exemple un second cas. Étudiant à l'université de Kiev, déjà marié,
J'étais allé passer l'été à la campagne chez ma sœur, habitant une terre non loin de Pskov. En revenant par Moscou, ma femme adorée tomba subitement malade de l'influenza, et malgré son extrême jeunesse, fut rapidement brisée. Une paralysie du cœur l'emporta subitement, comme un coup de foudre. Je n'essaierai pas de vous dépeindre ma douleur et mon désespoir, mais voici ce que je crois devoir signaler à votre compétence, le problème dont je désire ardemment connaître la solution. Mon père habitait Poltava. Il ignorait la maladie de sa charmante belle-fille et la savait avec moi à Moscou. Quelle ne fut pas sa surprise de la voir à son côté quand il sortait de sa maison, l'accompagnant pendant un instant. Elle disparut aussitôt. Saisi d'effroi et d'angoisse, il nous adressa alors même un télégramme pour s'informer de la santé de ma chère compagne. C'était le jour de sa mort. Je vous serai reconnaissant, pour toute ma vie, de m'expliquer ce fait extraordinaire. Wenesian Bililovski, Studiosius Medicinae, Nikolskaya, 21, à Kiev. Ici également l'observation a eu lieu après la mort. Dans cet exemple encore, n'avons-nous pas l'impression d'une origine non matérielle du phénomène, d'une cause morale, mentale, indiquant non seulement l'existence de facultés inconnues dans l'être humain, mais encore l'existence d'un être intellectuel agissant. Je ne puis pas voir l'œuvre de l'anatomie, de la physiologie animale ou de la chimie organique dans ce genre de faits. Examinons encore un autre exemple, différent aussi, des deux précédents, quoique appartenant comme eux à la télépathie. Écoutons le récit de l'observateur. Dans les premiers jours de novembre 1869, je partis de Perpignan, ma ville natale, pour aller continuer mes études de pharmacie à Montpellier. Ma famille se composait de ma mère et de mes 4 sœurs. Je la laissais très heureuse et en parfaite santé. Le 22 du même mois, ma sœur Hélène, une superbe fille de 18 ans, la plus jeune et la préférée, réunissait à la maison maternelle quelques-unes de ses jeunes amies. Vers 3 heures de l'après-dîner, elles se dirigèrent en compagnie de ma mère vers la promenade des Platanes. Le temps était très beau. Au bout d'une demi-heure, ma sœur fut prise d'un malaise subit. « Mère, dit-elle, je sens un frisson étrange courir par tout mon corps. J'ai froid et ma gorge me fait grand mal. Rentrons. » La nuit suivante, à 5 heures du matin, ma bien-aimée sœur expirait dans les bras de ma mère, asphyxiée, terrassée par une angine couaineuse que 2 docteurs furent impuissants à dompter. Ma famille, j'étais le seul homme pour la représenter aux obsèques, m'envoya télégramme sur télégramme à Montpellier. Par une terrible fatalité, que je déplore encore aujourd'hui, aucun ne me fut remis à temps. Or, dans la nuit du 23 au 24, je fus en proie à une épouvantable hallucination. J'étais rentré chez moi à 2 heures du matin, l'esprit libre et encore tout plein du bonheur que j'avais éprouvé dans les journées des 22 et 23 consacrées à une partie de plaisir. Je me mis au lit, très gai. 5 minutes après, j'étais endormi. Sur les 4 heures du matin, je vis apparaître devant moi la figure de ma sœur, pâle, sanglante, inanimée, et un cri perçant, répété, plaintif, venait frapper mon oreille. « Que fais-tu, mon Louis? Mais viens donc! Mais viens donc !» Dans mon sommeil nerveux et agité, je pris une voiture. Mais, hélas, malgré des efforts surhumains, je ne pouvais pas la faire avancer. Et je voyais toujours ma sœur pâle, sanglante, inanimée, et le même cri perçant, répété, plaintif, venait frapper mon oreille. « Que fais-tu, mon Louis? Mais viens donc! Mais viens donc !» Je me réveillai brusquement, la face congestionnée, la tête en feu,
la gorge sèche, la respiration courte et saccadée, tandis que mon corps ruisselait de sueur. Je bondis, hors de mon lit, cherchant à me ressaisir. 1 heure après, je me recouchai, mais je ne pus retrouver le repos. À 11 heures du matin, j'arrivai à la pension, en proie à une insurmontable tristesse. Questionné par mes camarades, je leur racontai le fait brutal tel que je l'avais ressenti. Il me valut certaines railleries. À 2 heures, je me rendis à la faculté, espérant trouver dans l'étude quelque repos. En sortant du cours, à 4 heures, je vis une femme en grand deuil s'avancer vers moi. Elle souleva son voile, et je reconnus ma sœur aînée, qui, inquiète sur moi, venait malgré son extrême douleur demander ce que j'étais devenue. Elle me fait part du fatal événement, que rien ne pouvait me faire prévoir, puisque j'avais reçu des nouvelles excellentes de ma famille le 22 novembre au matin. Je vous livre sur l'honneur ce récit absolument vrai. Je n'exprime aucune opinion. Je me borne à raconter. 20 ans se sont écoulés depuis lors. L'impression est toujours aussi profonde. Maintenant surtout. Et si les traits de mon Hélène ne m'apparaissent pas avec la même netteté, j'entends toujours ce même appel plaintif, multiplié, désespéré. « Que fais-tu donc, mon Louis? Mais viens donc! Mais viens donc !» Louis Noël, pharmacien à Sète. Telle est la narration du phénomène psychique. Si vous ne sentez pas, mon cher ami, que le corps de la morte, 23 heures après le décès, n'est pas la cause de cette impression, qu'il n'y a là autre chose que l'organisme matériel, soit que l'esprit de M. Noël se soit transporté pendant le sommeil vers sa sœur morte, soit que l'action télépathique ait eu celle-ci comme point d'émanation, nous sommes en présence d'une action appartenant au domaine de l'âme, et non à celui du corps, et nous portons à penser que l'âme existe personnellement, et n'est pas un effet, une fonction, une sécrétion du cerveau. Non, si vous ne le sentez pas vous, l'artiste et le penseur que je connais, c'est que vous ne vous êtes pas donné le temps de poser le problème. Que voulez-vous? Que le cerveau de cette jeune fille ait fait après sa mort? Toute hypothèse matérielle est invraisemblable. On peut supposer qu'elle a appelé son frère avant de mourir, et que la réception de cet appel est restée latente dans l'esprit de son frère jusqu'à ce qu'une heure de tranquillité ait permis à son cerveau de l'apercevoir. On peut supposer aussi que l'appel a été fait après la mort. Tout est à étudier. Le plus simple serait de nier, je veux dire de déclarer que le jeune étudiant a eu là tout simplement un cauchemar, et que par hasard ce cauchemar ait coïncidé avec la mort de sa sœur. Oui, c'est là le plus simple. Mais cette solution vous satisfait-elle? Vous satisfait-elle surtout lorsque vous avez sous les yeux des centaines de relations du même ordre? Vous satisfait-elle aussi dans les cas où le narrateur a vu, ce qui s'appelle vu, à distance, tous les détails d'une mort, d'un suicide, d'un accident, d'un incendie? Non, vous avez l'esprit trop scientifique et d'une exigence trop rationnelle pour pouvoir être satisfait de cette vieille hypothèse du hasard, et vous savez que le calcul des probabilités nous prouve qu'elle est inacceptable. Alors, quoi? Alors, autre chose. Le problème psychique est ouvert. Avouons-le, sans réticence. Je ne me charge pas de l'expliquer. La science n'en est pas encore là. Admettre et expliquer sont deux. Nous sommes forcés d'admettre les faits, alors même que nous ne les expliquons pas. Un homme passe au coin d'une rue et reçoit un pot de fleurs sur la tête. Il est bien forcé de l'enregistrer, sans pour cela deviner immédiatement d'où il vient et comment la verticale et l'horizontale se sont rencontrées juste à point sur sa tête. Non, vraiment, ce que nous appelons la matière et ses propriétés ne suffit pas pour expliquer ces faits. Et voilà pourquoi ils sont d'un autre ordre
qui a tous les droits à être qualifié de psychique et qui conduit à admettre l'existence d'âmes, d'esprits, d'êtres intellectuels, spirituels, qui ne sont pas de simples fonctions cérébrales. La transmission mentale, la vue à distance, sans l'aide des yeux, et la vue des choses à venir, ne donnent-elles pas les mêmes témoignages? La transmission mentale n'est pas douteuse, notamment entre un magnétiseur et son sujet. Je pourrais vous en rappeler 1000 exemples. En voici un, peu sentimental, assurément, mais bien caractéristique, cité par le docteur Bertrand, l'un des expérimentateurs les plus compétents dans la question. Un magnétiseur, fort imbu d'idées mystiques, avait un somnambule qui, pendant son sommeil, ne voyait que des anges et des esprits de toute espèce. Ces visions servaient à confirmer de plus en plus le magnétiseur dans sa croyance religieuse. Comme il citait toujours les rêves de son somnambule à l'appui de son système, un autre magnétiseur de sa connaissance se chargea de le détromper, en lui montrant que son somnambule n'avait les visions qu'il rapportait que parce que le type en existait dans sa propre tête. Il proposa, pour prouver ce qu'il avançait, de faire voir au même somnambule la réunion des anges du paradis à table et mangeant un dindon. Il endormit donc le somnambule et au bout de quelque temps lui demanda s'il ne voyait rien d'extraordinaire. Celui-ci répondit qu'il apercevait une grande réunion d'anges. « Et que font-ils » dit le magnétiseur. « Ils sont autour d'une table et ils mangent. » Il ne put indiquer cependant quel était le mets qu'il avait devant eux. Et c'est là un exemple de suggestion mentale, comme vous en connaissez beaucoup vous-même. La volonté de magnétiseur agit, sans la parole, sur le sujet. Sans doute nous pouvons dire ici que c'est l'action d'un cerveau sur un autre, mais ne semble-t-il pas que le cerveau n'est qu'un instrument de la volonté? Je ne féliciterai pas plus le cerveau de penser que je ne féliciterai une lunette de bien voir Saturne. Ne semble-t-il pas que le cerveau est l'organe de la pensée comme l'œil est l'organe de la vision? Et la vue à distance en rêve ne nous met-elle pas en présence d'un être spirituel doué de facultés spéciales? Un marin, par exemple, m'écrit de Brest. De 1870 à 1874, j'avais un frère employé à l'arsenal de Fuzhou, en Chine, comme monteur mécanicien. Un de ses amis, mécanicien et compatriote de la même ville, Brest, également à l'arsenal de Fuzhou, vint un matin voir mon frère à son logement et lui raconta ce qui suit. « Mon cher ami, je suis navré. J'ai rêvé cette nuit que mon jeune enfant était mort du croup, sur un édredon rouge. Mon frère se moqua de sa crédulité, parla de cauchemar, et pour dissiper cette impression, invita son ami à déjeuner. Mais rien ne put distraire celui-ci. Pour lui, son enfant était mort. La première lettre qu'il reçut de France après ce récit, et qui était de sa femme, lui annonçait la mort de leur enfant, mort du croup, dans de grandes souffrances, et coïncidence bizarre, sur un édredon rouge, la nuit même du rêve. À la réception de cette lettre, il vint tout en larmes la montrer à mon frère, duquel je tiens ce récit. Ces sortes de faits, très nombreux également, n'indiquent-ils pas dans l'homme autre chose que le corps? Que pensez-vous aussi de la vision suivante? Mon père avait un ami d'enfance, le général Charpentier de Cossigny, qui m'avait toujours témoigné beaucoup d'affection. Comme il était atteint d'une maladie nerveuse qui rendait son humeur assez bizarre, nous ne nous étonnions jamais qu'il nous fît quelquefois 3 ou 4 visites coup sur coup, puis qu'il restât des mois sans se montrer. En novembre 1892, il y avait près de 3 mois que nous ne l'avions pas vu. Comme je souffrais d'une forte migraine, j'étais allé me coucher de bonne heure. Je commençais à m'endormir, quand j'entendis mon nom, prononcé d'abord à voix basse, puis un peu plus haut.
Je prêtai l'oreille, pensant que c'était mon père qui m'appelait, mais je l'entendis dormir dans la pièce voisine, et son souffle était très égal, comme celui de quelqu'un endormi depuis longtemps. Je m'assoupis de nouveau, et j'eus un rêve. Je vis l'escalier de la maison que le général habitait, cette cité Vaneau. Il m'apparut lui-même, accoudé à la rampe du palier du premier étage. Puis il descendit, vint à moi et m'embrassa au front. Ses lèvres étaient si froides que le contact me réveilla. Je vis alors distinctement, au milieu de ma chambre, éclairée par le reflet du gaz de la rue, la silhouette haute et fine du général qui s'éloignait. Je ne dormais pas, puisque j'entendis 11 heures sonner au lycée Henri IV et que je comptais les coups. Je ne pus me rendormir, et l'impression froide des lèvres de notre vieil ami me resta au front toute la nuit. Au matin, ma première parole à ma mère fut: « Nous aurons des nouvelles du général de Cossigny, je l'ai vu cette nuit. » Quelques instants après, mon père trouvait dans son journal la nouvelle de la mort de son vieux camarade, arrivé la veille au soir, à la suite d'une chute dans l'escalier. Aucun de nous n'avait vu ce journal. Jean Dreuil, 6 rue des Boulangers, à Paris. Nous ne savons pas grand-chose.